maintenant. Voilà, vous avez dû avoir la notification. Et donc, nous allons commencer. Alors, Jean-Françoise Dazac, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. En effet, vous êtes l'heureux lauréat du prix du livre de géographie des lycéens et des étudiants 2023, qui est un prix qu'anime avec beaucoup de soin Aimé Girardot, qui est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles en géographie. Et sur ses conseils, eh bien, elle m'a recommandé votre nom pour cette ultime conférence, cette conférence virtuelle de l'année 2023 en géographie sur votre ouvrage qui a donc été primé et qui s'intitule donc Monde enchanté, chansons et imaginaire géographique. Alors, c'est un sujet qui est un sujet léger, qui est donc un sujet adapté à la circonstance. Nous sommes à la fin d'année, nous sommes tous fatigués et nous avons tous envie de changer d'air. Donc, merci à vous d'être là. En plus, je me dois de commencer par une petite anecdote. Une fois que nous avons lancé l'invitation pour cette conférence, nous avons une liste d'adhérents et d'amis qui est à peu près entre 5000 et 6000 personnes. J'ai eu une réponse de quelqu'un qui a été votre professeur, Jean-François, oui, et qui m'a dit qu'il était heureux que nous vous recevions et qu'il se souvenait de vous comme d'un étudiant bavard, très agréable et déjà, oh là là, je vois les yeux, les yeux qui lèvent vers le ciel. Peut-être que vous l'avez reconnu, ce professeur. Alors, je crains d'avoir été bavard dans plusieurs cours et d'avoir eu plusieurs professeurs, dont je ne devine pas. Ah bah, c'est Dominique Lejeune. J'espère qu'il m'en voudra pas. Il m'en voudra pas de débruiter ainsi sa confidence, mais il était ravi en tout cas pour vous de cette récompense. Et puis ça fait toujours plaisir pour un enseignant de voir combien de ses étudiants finalement a continué à labourer ce champ de l'histoire-géographie. Et donc, bah, ce soir, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. J'ai prévu 2 heures de conférence, vous voyez, pour que vous puissiez nous expliquer votre ouvrage. Mais peut-être avant de commencer sur votre ouvrage, si vous pouviez simplement vous présenter, nous dire quel a été ce parcours qui vous a amené donc de Dominique Lejeune à là où nous en sommes maintenant, 26 juin 2023. Alors, avant ça, si vous me le permettez, je vais faire deux petits correctifs par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit que je suis l'heureux lauréat. Alors, c'est vrai, je suis heureux, mais je ne suis pas le lauréat. On est plusieurs à être lauréats. D'abord parce que c'est un ouvrage qui est co-dirigé par deux personnes. Moi, d'une part, Raphaël Pironi, d'autre part, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Genève et puis maintenant à la EDE, Haute École d'Art et de Design de Genève. Et puis ensuite, parce que c'est un projet collectif, c'est-à-dire, même si on est deux, ce n'est pas nous qui avons écrit tous les textes. C'est un ouvrage collectif dans lequel ont été impliqués des collègues du département de géographie de l'Université de Genève. Donc, c'est à eux, tous ensemble, que revient ce prix. Et c'est le moment pour moi de les remercier d'avoir accepté de participer à cette folle aventure. Le deuxième correctif, si vous me le permettez, c'est que vous avez dit que c'était un sujet qui était léger. Alors, c'est léger au sens, oui, où la chanson, c'est de l'art populaire, et puis la chanson, c'est quelque chose qu'on ne prend pas tout à fait au sérieux, mais je ne crois pas que c'est un sujet léger pour autant, parce que je prends son importance. Je pense que les chansons, c'est important dans nos vies et important dans notre rapport au monde. Et puis même si c'est vrai qu'on a privilégié des chansons qui sont très connues, qui sont des tubes, et puis dont le sujet est souvent effectivement léger, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des enjeux lourds derrière. Un des exemples que je pourrais vous citer, sur lequel on reviendra, si vous le souhaitez, c'est que il y a des chansons qui véhiculent des idéologies et certaines d'entre elles sont très toxiques et ont un impact notable et très négatif sur la réalité à travers les stéréotypes que ces chansons entretiennent. Par exemple, la chanson de Rose Laurence, Africa, sur laquelle les plus âgés d'entre nous ont peut-être dansé sans trop écouter les paroles. Bon, c'est un ramassis de clichés exotiques et stéréotypes. Alors, Rose Laurence, c'était pas pour grand-chose. Hein, elle a chanté ce qu'on lui donnait à chanter, et puis elle a chanté sans doute, elle n'était pas plus raciste que ses contemporains, mais quand on écoute cette chanson aujourd'hui, il y a effectivement des passages qui vous font un peu dresser les cheveux sur la tête. Donc, la chanson, c'est un support,
Et ce support peut véhiculer des choses vis-à-vis desquelles il faut aujourd'hui avoir une approche critique. Mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on travaille sur ce genre de sujet, c'est aussi parce que ça permet de faire des vernissages de livres en karaoké, par exemple. Et ça, effectivement, c'est plus léger. Alors, mon parcours en deux mots, c'est un parcours classique hein, d'universitaire. Euh, je suis passé par les classes prépa, par Normal Sup, par la Greg, et puis après, j'ai fait une thèse, et ensuite, j'ai obtenu un poste de maître de conférence à Amiens, puis ensuite à Paris 1. Et puis, depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis professeur au département de géographie de l'Université de Genève. Voilà, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin d'en savoir beaucoup plus, mais si vous avez des questions, je serais heureux évidemment d'y répondre. Je vous avoue que je suis plutôt curieuse sur la dimension helvétique. Pourquoi la Lausanne et pourquoi ne pas être resté en France si ce n'est pas indiscret de vous poser cette question? Il se trouve que les enseignants rêvent, ils sont pas tous, peuvent pas toujours réaliser ce rêve, mais ils rêvent d'avoir une expérience à l'étranger. Donc peu nombreux, je le disais, arrivent à concrétiser. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu sauter le pas et dans quelles conditions vous vivez cette expérience aujourd'hui? Alors, c'est pas Lausanne, hein, c'est Genève. C'est Ah, deux cantons différents. Et donc, c'est vraiment pas deux pays différents, mais c'est vraiment différent, Genève et Lausanne. En fait, je suis pas le seul à avoir migré vers la Suisse. C'est un peu une tradition des géographes francophones d'aller faire un tour en Suisse. L'Université de Genève est une université qui est très internationale et la Suisse romande, c'est un petit bassin. Et donc, très souvent, l'Université de Genève recrute des enseignants qui viennent du monde entier. Et le monde entier francophone, c'est beaucoup des enseignants français. Donc, je dirais plus des deux tiers des enseignants à l'Université de Genève ne sont pas suisses. Et c'est le cas aussi au département de géographie. Euh, Pourquoi je suis allé en Suisse? Ben, j'étais à l'époque maître de conférence à Paris 1. Ça faisait quelques années que j'y enseignais. Tout se passait bien, peut-être un peu trop bien. Donc, j'avais une vie qui ronronnait un petit peu. J'avais envie de changement. Et puis, Paris 1, c'était une très bonne université, prestigieuse. Je ne pouvais pas vraiment aspirer à mieux. Et donc, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ça. Hein, tu as 40 ans et puis tu as encore devant toi 25 ans, 26, 27, allez savoir, de oui, là carrière. maintenant. Et puis, ça va s'arrêter à Paris 1 et ça me frustrait parce que j'ai un peu la bougeotte en tant que géographe peut-être. C'était aussi un moment, et là c'est moins drôle, où faire de la géographie culturelle, c'était un peu compliqué. Euh, à Paris 1, on ne peut pas dire que c'était la géographie la plus représentée, ni la géographie dominante. Paris 1 était plutôt à cette époque-là connu pour la géographie tropicale ou l'analyse spatiale, ce qui n'était pas ma spécialité. Et la géographie culturelle était regardée avec un peu de méfiance, d'autant plus que c'était au début des années 2000, un moment où j'essayais de développer en France des courants qui étaient très importants dans le monde anglophone et qui étaient très peu développés en France, vis-à-vis desquels il y avait beaucoup de méfiance, qui étaient issus de la géographie postmoderniste. Et je pense notamment aux approches liées au genre, à la géographie féministe et puis à la géographie postcoloniale. Et ça, c'était vraiment compliqué de le développer en France pour des raisons à la fois politiques, idéologiques, épistémologiques. Il fallait vraiment se battre pour qu'on nous reconnaisse une légitimité et qu'on nous offre simplement des cours à donner dans ces domaines. C'était compliqué. Et il se trouve que de ce point de vue, la Suisse était plus progressiste et puis que la liberté académique en Suisse est plus grande qu'en France, au sens où chaque prof fait vraiment à peu près ce qu'il veut. Euh, et donc, j'étais un peu, alors je ne dirais pas réfugié académique ou réfugié politique en Suisse, mais j'ai pu vraiment y développer le type de géographie que j'avais envie de promouvoir sans avoir besoin tout le temps de me défendre ou d'argumenter ou de me légitimer sur le fait que oui, c'est bien de la géographie, puis oui, il est légitime d'avoir ce genre d'approche en géographie. Et pour finir, j'avais envie de m'expatrier, de connaître cette expérience. Et c'est vrai que c'est une expatriation un peu frileuse parce qu'on peut aller plus loin que la Suisse dans des pays qui parlent une autre langue ou dont les systèmes économiques et politiques sont encore plus différents. Mais à la vérité, je n'avais pas perçu avant d'arriver en Suisse à quel point c'était un autre pays.
on se laisse un peu abuser par la proximité linguistique et par la proximité géographique. Mais ouais, c'est vraiment un autre monde. Et donc, ça, sur ce point aussi, l'expérience a été beaucoup plus enrichissante que ce que j'aurais pu anticiper. Mm. Merci. Et donc, Terre de liberté, ça fait, c'est une excellente nouvelle. C'est bon à savoir pour nous autres qui nous écoutons, pardon. Donc, géographie culturelle, avez-vous dit dans votre parcours, dans vos centres d'intérêt. Et on arrive maintenant donc, sur cette thématique des chansons. Est-ce que les chansons ont été un fil rouge dans vos travaux ou est-ce que c'était peut-être un terrain de friche bon, une idée que vous aviez peut-être un moment, la laissant de côté, au moment où vous aurez un peu plus de temps et un public peut-être plus réceptif. Comment la chanson a-t-elle germé dans votre parcours de recherche? Alors non, la chanson n'est pas un fil rouge dans mes recherches ou dans mon travail, mais c'est un fil rouge dans ma vie et comme dans notre vie à tous. Hein, je pense que la chanson joue un rôle important dans nos vies parce que on est tous marqués par des chansons. Quand on est en couple, par exemple, il y a toujours la chanson, c'est notre chanson, hein, on se souvient, c'est la chanson sur laquelle on s'est rencontrés, etc. Donc il y a des chansons qui sont des marqueurs importants. Et puis, on peut aimer plus ou moins la musique, aimer plus ou moins les chansons, mais je pense on est tous très attachés à certaines chansons, certains chanteurs ou certaines chanteuses, donc c'est important. Et puis, et c'est quelque chose que dans la recherche, on néglige complètement. Oui, on peut dire ça. Et donc, je trouvais que ça intéressant de mettre en accord l'importance que ça avait dans nos vies privées et puis la place que ça devrait avoir dans la recherche. Et puis, à partir de là, je pourrais vous raconter deux histoires, une histoire vraie et puis une histoire fausse. Donc, je vais commencer par expliquer la différence entre l'histoire vraie et l'histoire fausse. C'est que très souvent, quand on nous demande pourquoi vous travaillez sur tel sujet, on répond par une sorte de récit assez rationnel qui va d'un point A à un point B et qui commence parfois par tout petit déjà, j'étais passionné par, etc. Parce qu'on est censé avoir une cohérence dans son parcours et aussi parce qu'on est censé choisir nos sujets de recherche en fonction d'un objectif et d'une démarche et d'un programme de recherche qu'on suivrait pendant des années. Et quand on soutient une HDR, on est censé également jeter un regard rétrospectif sur son passé et puis expliquer que tout ça était conduit par un fil logique qui faisait qu'on enchaînait les sujets, les programmes de recherche. Et c'est pareil quand on écrit un article scientifique. Hein. Quand on écrit un article scientifique, on dit toujours, ben voilà, j'avais une hypothèse, je voulais la vérifier, et donc j'ai choisi un corpus sur lequel j'ai appliqué une méthode, et puis donc j'ai abouti à tel résultat. Et je pense que tout cela, très souvent, c'est une reconstitution a posteriori, parce que c'est rare dans notre vie qu'on arrive à planifier les choses ainsi, et c'est souvent après qu'on se rend compte de ce qu'on a fait ou qu'on comprend peut-être pourquoi on l'a fait. Donc, je vais vous faire les deux récits. Le premier récit, c'est le récit de comment ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé comme ça. J'étais directeur du département de géographie à l'Université de Genève il y a quelques années, je le suis encore. Et puis, c'était un moment où je voulais promouvoir un projet collectif dans le département. Que tout le monde travaille à un même projet ensemble et plutôt dans la bonne humeur, si c'est possible. Et ça, c'est compliqué parce que les chercheurs sont très spécialisés. On a chacun notre domaine et nous faire tous travailler ensemble, c'est difficile. Mais on écoute tous des chansons. Et si on acceptait l'idée de faire des chansons, non pas un objet de recherche sur lequel on passerait des années de notre vie, mais juste une sorte d'exercice, c'était possible d'impliquer tout le monde. Tous les géographes du département avaient une chanson fétiche qui avait peut-être une dimension géographique et puis avait quelque chose à dire dessus. Et donc, j'ai eu ce projet pour emmener un peu le département dans une chorale à travailler ensemble sur la chanson en leur donnant une consigne simple. C'était, vous allez choisir une chanson qui a un sens géographique, selon vous, et puis vous allez, en tant que géographe, écrire dessus. Et puis écrire un texte qui soit court, destiné au grand public, sans note de bas de page et sans bibliographie, ce qui a nécessité que j'exerce de certaines violences symboliques sur les collègues très attachés aux notes de bas de page. Et puis, ce projet a bien marché. On était content du résultat et au début, on pensait vraiment le publier sous la forme de littérature grise, un peu pour nous comme un outil de communication, mais comme ça marchait bien, on a trouvé un éditeur et puis l'éditeur a accepté de soutenir le projet. Pour finir, c'est devenu un livre alors que l'idée au départ était pas celle-là. Donc, on a été un peu dépassé, si vous voulez, par le succès du projet. Donc ça s'est vraiment passé. Maintenant, comment je pourrais le raconter de façon plus constructive ?
Et cette version que je vais raconter n'empêche pas la première, parce que c'est peut-être une logique dont je n'avais pas conscience à l'époque, mais dont j'ai conscience maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai été marqué par la géographie culturelle, j'étais élève de Paul Claval. Et puis, c'est vrai que du coup, pendant une bonne partie de ma vie de chercheur, j'ai travaillé sur des systèmes de représentation. Donc, j'ai travaillé sur la peinture, j'ai travaillé sur la photographie, j'ai travaillé sur la littérature, j'ai travaillé sur la danse, des systèmes de représentation. Donc. Et puis, avec sans doute aussi une attention particulière à la culture qui était la plus prestigieuse ou qui était la plus légitime, celle des musées. Et donc, ça m'a amené à écrire 2 livres sur Paul Gauguin, par exemple, sur l'imaginaire géographique de Paul Gauguin. Et puis, dans les années 2000, autour d'un géographe britannique qui s'appelle Nigel Thrift, est né un courant qui s'est vite appelé un courant de géographie non représentationnelle. Et ce courant s'est inscrit en faux par rapport à la géographie culturelle, nous faisant le reproche, à nous autres, spécialistes de la géographie culturelle, comme moi, comme Paul Claval ou comme Denis Cosgrove, le géographe britannique, d'avoir trop travaillé sur la culture des musées et pas assez sur la culture populaire, par snobisme, et puis aussi de nous être focalisés sur des systèmes de représentation, ce qui est figuratif, ce qui relève de la raison, en passant complètement à côté d'un type de rapport au monde qui est super important, c'est les émotions, les affects, les sentiments. Et c'est vrai que quand on voulait comprendre la façon dont le monde était appréhendé, on se focalisait beaucoup sur les mots, sur les images, sur les systèmes de connaissances ou sur les idéologies, tout ce qui s'exprime par des mots ou des images, mais on ne parlait pas du tout des émotions. Et pourtant, à n'en pas douter, les émotions, c'est une part très importante de notre vie et de notre vie géographique, de notre rapport au lieu aussi. Et on passait à côté. Et ces 2 reproches, je les ai trouvés mérités, ils m'ont troublé. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire un effort pour travailler sur la culture populaire, pour sortir des musées, et puis aussi pour travailler sur les émotions. Alors, ça m'a conduit en particulier à travailler sur la nostalgie, un sentiment géographique s'il en est. Et en travaillant sur la géographie, j'ai été frappé par le fait que souvent, même au cinéma, la géographie est exprimée par des chansons, que les chansons ont une incroyable capacité à exprimer la nostalgie et à la faire partager. Et de là est venue une sorte d'intuition que pour répondre à ces critiques à l'encontre de la géographie culturelle, peut-être la chanson était une solution, parce qu'à la fois c'était parler de la culture populaire, qui touche tout le monde, et c'était aussi parler des émotions, parce que la musique, la plupart du temps, elle est non représentationnelle. La musique ne représente pas quelque chose. C'est très rare que la musique soit figurative. Alors, on peut penser à Pierre et le Loup, qu'on écoutait quand on était petit, où il y avait les différents instruments de musique qui imitaient les différents animaux, mais c'est très rare. La musique, généralement, elle est non figurative. Et donc, elle a un rapport, du coup, très particulier aux émotions. La musique a une capacité à exprimer ou faire partager des émotions qui font que très facilement, une chanson peut nous faire venir les larmes aux yeux, nous donner la chair de poule, autant de choses dont on ne parle pas beaucoup en sciences sociales. Et puis pour finir, j'étais un peu frustré du fait qu'on écrivait des articles qui étaient lus au pire par notre famille, au mieux par une douzaine de géographes, et la difficulté qu'on a, nous, géographes, à toucher le grand public. Les historiens sont bien meilleurs que nous pour ça, et nous, on a un peu de mal. Et je me disais que parler de la chanson, c'était peut-être aussi une façon de toucher une audience plus large, à la fois parce que le sujet parle à tout le monde, d'autant plus qu'on s'est focalisé sur des chansons très connues, parce que l'idée est un peu surprenante, la chanson, la géographie, c'est pas évident, et que c'était une façon de faire voir la géographie à un plus large public, et peut-être aussi de promouvoir une sorte de géographie qui est un peu différente de celle que monsieur et madame tout le monde ont en tête, en souvenir de leurs études ou en se fondant sur les questions qu'on pose aux Trivial Poursuites. Et donc, voilà, c'est tout ça qui nous a poussés pour aller un peu dans cette direction. Et puis, j'ajouterais aussi, pour être tout à fait honnête, qu'il y a quelque chose de l'ordre du se faire plaisir. Je pense que la joie, le plaisir qu'on a à conduire une recherche, à la fois, c'est très important et communicatif. Et donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur ces chansons. J'ai une question sur on va dire la chronologie de votre travail, parce que
Est-ce que c'est un projet, par exemple, du Covid? Vous voyez ce que je Non, veux dire? Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avec le Covid, avant le Covid? non, non, ça a C'est quelque commencé chose avant le qui Covid. a... Il y a D'accord. pas de lien. Il n'y a pas de... il y a pas de rapport. Et donc, vous Non. disiez que vous avez travaillé avec les collègues de votre département de géographie sur des chansons, sachant que chacun donc travaillait sur une chanson. Est-ce que dans cette géographie des émotions, vous avez tenté d'écrire à partir de ces différentes chansons? Est-ce qu'il n'y a pas eu des surprises, c'est-à-dire un tel collègue qui voyait une émotion ou qui entendait une émotion dans une chanson et puis quelqu'un d'autre qui n'entendait pas cela ou même trouvait ça peut-être même grotesque d'assigner ce genre de sentiment, de ressenti à la musique? Il n'y a pas eu vraiment ce genre de débat parce que la façon dont on a procédé était la suivante, c'est que on a fait cet appel au peuple, à tous les gens qui étaient au département de géographie de Genève ou qui y étaient passés, en leur disant, ben voilà, choisissez une chanson et puis écrivez une page sur cette chanson. Et il n'y avait aucune consigne. Nos seules consignes, c'était la chanson doit être très connue du public francophone. Autrement, lire un texte sur une chanson qu'on ne connaît pas, c'est à mourir d'ennui. Il ne faut pas que ce soit érudit, donc pas de mots compliqués, pas de notes de bas de page, pas de bibliographie, mais vous pouvez dire absolument ce que vous voulez. Et y compris aller dans des directions qui sont un peu surprenantes par rapport à ce qu'on écrit d'habitude ou ce qu'on fait d'habitude en sciences sociales, c'est-à-dire en assumant une part parfois très subjective, très personnelle. Et on a toute la gamme en la matière. On a des auteurs ou des autrices qui ont écrit des textes très personnels, très intimes sur certaines chansons, parfois au risque de s'exposer un petit peu, je trouve. Et puis d'autres qui se sont juste saisis de leurs habitudes de recherche ou de leurs questionnements de recherche pour les appliquer à la chanson en question, sans parler beaucoup d'eux. Et on a toute la gamme entre les deux. Mais les textes qui ont été écrits ne sont pas passés au crible d'un collectif qui les aurait critiqués, qui aurait dit je suis d'accord avec ça ou je suis pas d'accord avec ça. On a fait reprendre certains textes parce qu'ils étaient trop longs ou parce que ils répondaient pas très bien à la commande, mais on n'a jamais euh, critiqué le fond. C'est-à-dire, on n'est jamais revenu vers un auteur en disant ben, je suis pas d'accord ou c'est pas intéressant ce que tu racontes. On a vraiment accepté les textes tels qu'ils nous ont été livrés. Donc, ce qui est possible en revanche, c'est que les lecteurs maintenant soient surpris, soit par le choix des chansons, soit par ce qu'on dit d'elles, quand parfois on n'est pas d'accord avec l'analyse critique qui en est faite, ou quand parfois on est perplexe face aux émotions dont fait état la personne qui écrit le texte. Et alors vous avez une vision d'ensemble dans finalement toutes les chansons qui ont été sélectionnées. Est-ce qu'on peut distinguer une géographie générale des espaces qui sont peut-être plus surreprésentés que d'autres? Est-ce qu'on Oui. peut aussi, puisqu'il y a une part d'imaginaire hein, dans ces lieux, quelle est la part des lieux inventés sur les lieux réels? Alors, pour vous répondre, je vais faire appel non seulement au volume qui est sorti en 2020, qui s'appelle Monde enchanté, mais à celui qui est sorti en 2021 et qui s'appelle Ville enchantée, parce qu'en fait, on a sorti deux ouvrages. Comme le premier a bien marché, on s'est enfilé dans la brèche, l'éditeur nous a soutenus, et on a sorti un deuxième ouvrage. Et ce deuxième ouvrage est plus important que le premier, hein, parce qu'au total, il y a 80 chansons dans le premier, alors qu'il n'y en avait qu'une quarantaine. Non, non, il y a 80 chansons dans le deuxième, alors qu'il y en avait qu'une quarantaine dans le premier. Donc, on arrive à un échantillon de peu près 120 ou 130 chansons. Et c'est sur cette base-là des deux volumes que je vais vous répondre. Alors, le premier point, c'est qu'il y a énormément de chansons sur Paris. Il y a un gros quart des chansons qui portent sur Paris, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Parce que c'est le reflet de la géographie de la France et de sa macrocéphalie et de l'importance de Paris qui est encore supérieur à son poids démographique dans le domaine des imaginaires. Hein. La France, c'est Paris, Paris, c'est la France. Et il y a énormément de chansons sur Paris. Et ça se... Alors, les auteurs qui ont travaillé sur le sujet disent qu'il existe 3000 chansons sur Paris. Il y en a sûrement plus, c'est difficile à compter, mais en tout cas, il y a beaucoup de chansons très connues sur Paris. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit la ville la plus représentée dans l'ouvrage. Et c'est aussi lié au fait que la chanson de Paris est un genre musical en soi. Euh, euh, je crois que c'est Gershwin qui a dit qu'il n'y avait que deux sujets de chansons possibles, c'était l'amour et Paris.
Et d'ailleurs, c'est le même sujet parce que la chanson de Paris est souvent une chanson d'amour. Et la chanson de Paris est un genre qui a été créé par Aristide Bruant à la fin du 19e siècle, qui a été ensuite repris dans les années 20 par la chanson réaliste, qui a été ensuite repris un peu par la chanson de cabaret avec Mistinguett ou Charles Trenet, qui a connu un revival important dans les années 50 avec l'existentialisme, la chanson poétique et puis encore de la chanson de cabaret. Donc il y a énormément de chansons sur Paris qui ont été produites et c'est normal qu'on les retrouve dans le livre. Euh, alors ensuite, il y a quasiment, dans toutes les villes de France, ont une chanson. Il y a des villes qui sont plus chantées que d'autres, mais les villes les plus chantées, on va dire que ce sont les grandes villes. Donc il y a beaucoup plus de chansons sur Lyon, sur Marseille que sur Maubeuge, par exemple. Encore qu'on pensera à la très belle chanson sur le clair de lune à Maubeuge de Bourvil. Donc plus de chansons sur les grandes villes. Et puis à l'échelle du monde, les villes les plus représentées sont des villes qui fixent le désir touristique. Donc, il y a beaucoup de chansons sur l'Italie en général, beaucoup de chansons sur Rio, par exemple, beaucoup de chansons sur des villes qui focalisent l'imagination à l'échelle internationale, comme New York, comme Londres, comme Los Angeles, par exemple. En revanche, il y a très peu de chansons sur des villes africaines ou des espaces africains, très peu de chansons sur l'Asie également. Donc, voilà, il y a cette sorte de déséquilibre. Est-ce que c'est lié aussi peut-être à l'âge de ces chansons-là, au fait que elles ont été elles-mêmes écrites il y a 30, 40, 50 ans et qu'à ce moment-là, peut-être que les horizons paraissaient finalement moins nombreux qu'aujourd'hui? Est-ce que ça peut être une Oui. interprétation? Alors, je crois que c'est moins l'âge des chansons que l'âge des auteurs et des autrices, parce que comme on a fait appel pour le premier et le deuxième volume à des géographes. Le premier volume, c'était le département de géographie de l'Université de Genève. Le deuxième volume, on a fait un appel sur GeoTamTam, qui est une liste de professionnels, une liste professionnelle de géographes. C'est des gens qui sont en poste et qui ont déjà un certain nombre d'années. Et les chansons qu'on écoute ou les chansons dont on a envie de parler, c'est celles qui nous ont beaucoup marqués. Et c'est souvent des chansons qu'on a écoutées quand on avait 20 ans ou 30 ans. Donc, il y a des marqueurs générationnels. Et le fait qu'il y ait peu de chansons très contemporaines dans l'ouvrage, ben, c'est la marque que les auteurs, ils ont leur poste souvent et donc ils ont un certain âge. Et les chansons les plus récentes ont été écrites par les collègues les plus jeunes, donc ceux qui sont en doctorant ou assistants et qui écoutent des chansons aujourd'hui dont ils ont envie de parler. On a eu aussi la chance d'avoir la participation d'étudiants qui nous ont permis un peu, en écrivant leurs textes, de rafraîchir, si je puis dire, et de donner un bain de jouvence à l'ouvrage. Donc il y a ce marqueur-là, c'est vrai, il y a beaucoup de chansons anciennes, trop sans doute. Mais je ne suis pas persuadé que les chansons contemporaines évoquent un horizon géographique plus large que les chansons du passé. Par exemple, la chanson de Paris a pris un coup de vieux, hein, c'est-à-dire c'est sûr que Édith Piaf, Yves Montand, Charles Trenet n'ont plus vraiment d'équivalent aujourd'hui, mais le rap, par exemple, sur lequel portent beaucoup des analyses les plus récentes, c'est aussi une musique très urbaine et qui parle beaucoup des grandes villes. Alors, Orelsan nous parle de Caen, c'est sûr, mais le rap parle beaucoup des cités, et ce sont les cités des grandes villes. Et donc, aux États-Unis, bah, le rap, c'est Chicago, c'est Détroit, c'est Los Angeles. Et puis en France, le rap, c'est Paris, c'est Marseille. Et donc, je ne crois pas que ces horizons se soient beaucoup élargis. Et je ne suis pas persuadé qu'on ait plus aujourd'hui de tubes qui évoquent des horizons plus lointains. Alors, il y a des contre-exemples, hein, bien sûr. On peut penser à Un dimanche à Bamako, qui est sorti il y a une dizaine d'années, je crois à peu près, une quinzaine d'années. Et il y a quelques tubes comme ça qui parlent d'espaces plus lointains, mais ça reste vraiment rare. On peut penser aussi au Gangnam Style, par exemple, qui parle de la Corée et d'un des quartiers de Séoul. Mais là aussi, un tube mondial de cette nature-là, c'est pas fréquent. Donc, non, je ne crois pas que les chansons les plus récentes marquent plus d'hétérogénéité que les chansons anciennes. D'autant plus que les chansons anciennes, il y avait la chanson coloniale. Et dans la chanson coloniale, qui était là aussi un genre en soi, alors pour le coup, quand on les écoute aujourd'hui, très antipathiques, la chanson coloniale avait un horizon assez large. Donc il y avait beaucoup de chansons des années
1890 jusqu'aux années 1930 qui parlaient, et en des termes problématiques, d'Alger, de Hanoï, de la petite Tonkinoise, du Maroc, de la Tunisie, etc. Et j'ai une question parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des villes, alors sauf là à la fin à propos de la géographie coloniale, sur les espaces, les paysages, quels sont les autres espaces les autres lieux qui font l'objet de chansons? Alors c'est vrai, hein, la majorité des chansons portent sur des espaces urbains. Il y a vraiment une focalisation de la chanson sur la ville, très probablement parce que la chanson est produite en ville par des urbains qui parlent de leur expérience. Mais il y a des contre-exemples. Vous avez Jean Ferrat, par exemple, qui chante la montagne. Vous avez des chansons qui portent sur des rivières. On peut penser Vanessa Paradis, La Seine, ou Anne Sylvestre, La Seine, ou pour être moins chic, Sylvie Vartan, La Maritza, des chansons donc sur voilà. Et puis vous avez des chansons sur aussi des régions qui servent un peu de prétexte. Par exemple, l'Irlande, le Connemara. Michel Sardou sort une chanson sur les lacs du Connemara. Bon, ni lui ni son parolier n'y ont jamais mis les pieds. Ils ont écrit la chanson en feuilletant des dépliants touristiques de l'Office du tourisme irlandais. Voilà. Je ne crois pas que le but de la chanson était de dire quelque chose sur le Connemara. Donc, la grande majorité des chansons sont urbaines. Après, vous avez des chansons sur des régions, des chansons sur des pays, des chansons sur des continents, des chansons sur des montagnes, des chansons sur des rivières ou des fleuves, mais ça reste un petit peu marginal. Il ne faut pas négliger toutefois les chansons sur des lieux un peu génériques, comme la plage, comme la forêt, comme la mer, comme la montagne, le sud, le nord, etc. Et sur les lieux que vous avez été amené à décrire ou qui vous ont le plus touché, est-ce que vous pourriez nous en faire la présentation d'un ou de deux? Alors, au total, peut-être c'est le moment où je peux partager un peu mon Mhm. écran, si c'est possible. Bien sûr, allez-y. OK. Alors, là, vous le voyez? Tout à fait. OK. Bon, si vous le voyez en petit, ce n'est pas la peine que je le mette en plus grand. Donc là, je vous ai mis les deux couvertures des deux numéros. Et puis, pour répondre à votre question, j'avais préparé différentes bricoles. Donc ça, c'est la liste des chansons sur lesquelles moi, j'ai travaillé. Donc, dont je peux vous parler un peu plus dans le détail. Entre Mhm. 1926, j'en ai bien peur, et puis 2012. Et encore 2012, c'est parce que mon fils m'a dit, papa, c'est pas possible. Et je lui ai dit, mais alors il faut que je parle sur quoi? Il m'a dit, ben voilà, il y a cette chanson, Fenêtre sur rue, écoute-la. Donc j'ai écrit à son propos. Mais c'est comme si ma vie musicale s'était effectivement arrêtée en 1989. Bon, voilà. Et donc, parmi les chansons que j'ai écrites, il y a celle-là, qui est une chanson de Barbara, qui s'appelle Göttingen, une chanson un peu évidente pour un livre de cette nature-là. Et puis, pour communiquer sur ces chansons, on a fait réaliser par Mathieu Épinay, un vidéaste genevois très talentueux, on a fait réaliser des petites vidéos qui expliquent notre propos. Donc, je vous propose juste de regarder cette petite vidéo qui dure 1 minute 30, pas plus. Hop. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le... Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Göttingen est une petite ville de Basse-Saxe. Barbara, qui avait dû enfant se cacher pour échapper aux persécutions nazies, accepte d'y donner en 1964 un tour de chant. Le dernier soir, elle chante aux enfants blancs de Göttingen, une chanson qui porte pour titre le nom de la ville. Ce n'est pas une chanson du pardon, mais une chanson d'amour qui acte que les enfants, ce sont les mêmes à Paris et à Göttingen. Prie pour que l'histoire ne se répète pas et appelle à la vigilance. Mais la chanson n'est pas un hymne. Sa mélodie mélancolique et le ton grave de la chanteuse marquent l'ampleur de la perte et peut-être, hélas, la faiblesse de l'espoir. J'avais 13 ans quand j'ai entendu la chanson. Elle m'a touchée au cœur. Elle a fait de Göttingen ma capitale de l'Europe et de Barbara, son héroïne. Les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Voilà, donc parmi les chansons. Alors, vous voyez, quand je dis qu'on s'expose un peu,
je raconte effectivement que bon, j'avais 13 ans, j'écoutais ça, ça joue un rôle important pour moi. Alors, ce n'est pas des choses très intimes, enfin, si c'est très intime, euh, même si c'est quand même quelque chose que je partage et qui était important pour moi, vous voyez. Donc, c'est en ce sens-là qu'on s'expose un petit peu. Donc voilà, c'était une des chansons sur lesquelles j'ai travaillé. Et puis les autres, mais c'est soit des chansons sur ce registre-là qui ont joué un rôle important pour moi dans ma vie personnelle, c'est souvent lié à l'enfance ou à l'adolescence, hein, ou autrement, ce sont des chansons qui m'ont marqué par le sens qu'elles ont ou l'idéologie qu'elles portent. J'ai répondu à votre question de façon Oui, oui, appropriée. oui. J'étais curieuse en fait de la chanson Gare de Lyon qui est juste après, que je ne connais pas, à propos bon, donc d'une gare. Voilà, tout simplement. Et les deux sœurs jumelles, c'est un rapport avec New York ou pas du tout? Je vous avoue que j'ai pas une très grosse culture musicale, en tout cas de Non, chansons. nous sommes deux Pas du sœurs tout. jumelles et sous le signe des Gémeaux. C'est du Jacques Demy, D'accord, c'est du Michel Legrand plus exactement. Donc c'est la chanson canonique des Demoiselles de Rochefort, une comédie musicale d'accord. de Jacques Demy et Michel Legrand qui est sortie en 1967. Et alors évidemment, Jacques Demy, c'est important pour le projet. Le titre de l'ouvrage vient de Jacques Demy, hein. Jacques Demy disait « Je fais des films enchantés comme d'autres font des films en couleur ». Et c'est vrai qu'en tant que géographe, ces deux grandes comédies musicales, Les Demoiselles de Rochefort et puis Les Parapluies de Cherbourg, il y a deux villes dans le titre, elles sont très présentes dans ces deux films. Et puis ces deux chansons ont un peu transformé, et Rochefort et Cherbourg, petite sous-préfecture de province qu'on savait à peine localiser, et puis que Demy a mis définitivement sur notre carte du tendre. Et ces deux villes sont maintenant aussi transformées sur le plan touristique à cause du succès ou grâce au succès de Demy. Elles accueillent beaucoup de touristes et puis la ville, même dans sa matérialité, est transformée par, par ces chansons. Non, Gare de Lyon, c'est une chanson de Barbara. Il y a beaucoup... En fait, Barbara, alors c'est important pour moi, mais c'est important pour tous les auteurs parce que c'est la personne qui est la plus citée dans les deux ouvrages, celle qui a le plus de chansons. On ne va pas s'en plaindre, hein, mais c'est aussi parce qu'elle parle souvent de lieux, Barbara. Enfin, il y a beaucoup d'émotions dans ses chansons, puis elle parle beaucoup, beaucoup de lieux. Et Gare de Lyon, c'est une chanson assez légère, parce que Barbara a aussi fait des chansons légères. Euh, Barbara est à Paris, le personnage qu'elle peint. La chanteuse est à Paris, Paris où elle s'ennuie, Paris qui est gris, et puis elle décide de partir en Italie. Et donc, elle alpague un taxi dans la rue. La scène est aussi grise que la Tamise. Allons partir en voyage. Je fais mes bagages et je pars en voyage. Taxi. Allons donc à la gare de Lyon, près de la Grande Horloge, près du Portillon. J'irai voir Venise, j'irai voir Vérone, j'irai voir Capri-la-Belle. Et donc, cette chanson n'est pas sur la gare de Lyon, mais elle est sur un projet de voyage en Italie qui est aussi un projet amoureux, parce qu'elle ne part pas toute seule en Italie. Et donc, c'est une chanson qui mélange les clichés du tourisme, les pigeons à Venise, et puis aussi les clichés de l'amour. C'est une chanson un peu au deuxième degré, une chanson qui fait sourire et qui est un peu douce amère. Tout à l'heure, vous disiez que avant de vous intéresser à la chanson, vous aviez déjà eu une approche, par exemple, avec la peinture, la géographie avec Gauguin, par exemple. Quels sont comment on travaille avec une chanson, enfin, quelle différence il y aurait, je dirais, dans la méthode de travail avec une chanson et la méthode qu'on emploierait avec une peinture? Alors, la première différence est une difficulté. C'est-à-dire que travailler sur la peinture, si on a fait un peu d'histoire de l'art ou qu'on a un peu fait d'études visuelles, c'est quelque chose qu'on sait assez bien gérer. Et puis, il y a une abondante littérature, hein. Si on travaille sur des peintures qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'art, il y a une abondante bibliographie. La bibliographie sur Gauguin était énorme. J'ai vraiment pu m'appuyer sur cette bibliographie. Et donc, j'étais assis sur des ressources qui étaient vraiment importantes.
à la fois parce qu'on m'avait appris à travailler sur des images et puis parce qu'il y avait l'aide des historiens de l'art. Pour la chanson, on est plus démunis parce qu'il y a très peu de choses, hein, même si vous prenez des très grands auteurs de chansons, il n'y a pas énormément de publications. Les publications se focalisent plus souvent sur leur vie personnelle que sur leur œuvre. Et puis la deuxième difficulté, c'est que analyser la chanson comme un texte, ça on peut le faire, mais ce n'est pas le plus intéressant. Il faut savoir parler de la musique aussi. Et ça, c'est compliqué, déjà parce que, à moins que vous ayez fait du solfège ou que vous soyez instrumentiste, vous n'avez pas le minimum de vocabulaire hein, pour le faire. Et puis aussi parce que il s'agit de parler des émotions. Et là encore, parler des émotions, c'est pas évident parce que à la fois on peut considérer que c'est pas un sujet tout à fait légitime en sciences sociales, et puis parce que les méthodologies sont moins au point en la matière. Et donc du coup, quand on travaille sur les chansons, il faut être à la fois plus imaginatif, plus libre, prendre un peu de risque, et puis accepter d'être sur un travail un peu pionnier, c'est-à-dire c'est pas un travail approfondi, il reste énormément à faire et on ouvre des pistes plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'au final, avoir écrit une page sur chaque chanson, c'est pas mal, hein, c'est assez raisonnable, parce que vu l'état de la recherche, et qu'on n'est pas devenu, aucun d'entre nous n'est devenu spécialiste de la chanson, on n'a pas forcément matière à écrire beaucoup plus. Donc, c'est ça la première difficulté. La seconde difficulté, c'est que quand vous faites cours ou que vous voulez écrire un texte qui commente un tableau, c'est très facile. Hein. Vous avez l'image d'un côté, vous la projetez, puis vous la décrivez et vous l'analysez. Et puis, le lecteur ou les élèves ont l'image sous les yeux et peuvent articuler facilement votre commentaire à l'image elle-même. Avec une chanson, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas parler par-dessus la chanson. Hein. Vous avez vu l'exercice qu'a réussi à faire notre vidéaste, mais c'est assez compliqué. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut écouter la chanson, peut-être même la connaître un peu, la mémoriser, pour pouvoir ensuite discuter sur cette chanson. Et ça, c'est compliqué. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a choisi, dans ces deux ouvrages, de ne parler que de chansons très connues. Parce que, évidemment, si vous commentez une chanson que les gens ne connaissent pas, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas d'intérêt. Pour pallier ce problème, on a aussi mis dans les deux ouvrages des QR codes. Des QR codes que vous pouvez scanner avec votre téléphone et qui vous emmènent sur un lien qu'on espère stable et qui permettent de voir le clip de la chanson. Donc ça, c'est une petite difficulté technique. Ceci dit, le clip, on triche un petit peu d'une certaine façon, parce que le clip ramène à des images, là où techniquement, on doit plutôt en rester au texte et puis au son. Alors c'est ça. Ouais. Le clip existe, on ne va pas faire comme s'il n'existait pas, mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas, on se focalise pas sur le clip parce que le clip, il a tendance à nous faire négliger la musique et on va se focaliser sur les images, sur la scénographie. Alors, pour bien comprendre finalement ce vers quoi vous arrivez, c'est-à-dire au fait que vous partez donc d'une chanson, d'un lieu, et qu'ensuite vous décrivez les émotions que ce lieu suscite, sur lesquelles vous essayez d'avoir un discours, une approche de sciences sociales. Oui, on peut dire c'est ça, effectivement. C'est ça dans le principe, parce que après, quand des auteurs viennent vers vous avec un texte, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc, cette commande, elle est plus ou moins, elle est plus ou moins respectée. Pour le dire autrement, évidemment, les chansons nous disent rien sur la réalité du monde. Quand Claude François chante Alexandrie, Alexandra, Alexandrie n'est pas du tout dans sa chanson. Ni la vraie, ni la fausse Alexandrie. Ce qui importe, c'est que dans cette chanson, il manifeste, il communique un rapport au lieu. Il communique une sorte de rapport à Alexandrie qui est le sien. C'est de là que vient Claude François. Donc, quand il parle d'Alexandrie, c'est pas tout à fait, puisqu'il est né en Égypte, c'est pas tout à fait indifférent. Donc, il manifeste un rapport au lieu. Et donc, notre idée, c'était que les chansons nous informent pas sur les lieux, mais nous informent sur un rapport au lieu, ce qui est vraiment le noyau dur de la géographie culturelle. Ce qui nous intéresse, c'est pas les lieux en tant que tels, mais c'est les rapports au lieu, la façon dont ils sont ressentis, représentés, appréhendés, pratiqués, et aussi la façon dont ils suscitent ou pas des émotions. Et puis, le deuxième élément, c'est que ce rapport au lieu
que la chanson manifeste, eh bien, il est communiqué au public, aux gens qui écoutent la chanson, et qui, du coup, vont peut-être adhérer à ce rapport au lieu, qui vont partager, et ça va susciter chez eux des attentes positives ou négatives. Bon, par exemple, Vancouver, qui est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, la chanson de Véronique Sanson, qui raconte un peu ses errances musicales et amoureuses et qui parle de son séjour à Vancouver, où pourtant elle n'a jamais mis les pieds. Ben pour moi, cette chanson, Vancouver, est pour moi indissociable de la chanson de Véronique Sanson, parce que je n'ai pas beaucoup d'autres images qui me viennent en tête quand je pense à Vancouver. Et donc, cette chanson que j'ai beaucoup écoutée phagocyte en quelque sorte tout mon imaginaire. Et c'est sûr que du coup, si un jour je vais à Vancouver, ben, j'irai avec ces images en tête. De la même façon, Göttingen, pour moi, ce n'est pas grand-chose d'autre que la chanson de Barbara. Donc, si un jour je vais à Göttingen, j'irai avec ces images, avec ces attentes. Et du coup, ben, les chansons, à travers l'impact qu'elles ont sur nos comportements, ont une capacité à produire la réalité. Produire la réalité peut-être plus que la décrire. L'exemple canonique pour nous, c'est une très belle chanson de Gilbert Bécaud, qui s'appelle Nathalie, qui est sortie en 1964, où c'était l'époque où on faisait du tourisme en Russie, donc en URSS même. Donc, dans cette chanson, Gilbert Bécaud raconte qu'il est un touriste, qui va sur la place Rouge à Moscou, et puis il raconte: devant moi marchait mon guide Nathalie, elle avait un joli nom, mon guide Nathalie, et puis ils sont allés sur la place Rouge, visiter le tombeau de Lénine, et puis après on est allé au café Pouchkine boire un chocolat. Bon, la chanson était un énorme tube au milieu des années 60. Quel était son impact? Mais le premier impact, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Nathalie, très probablement elle est née au milieu des années 60, et très probablement c'est parce que ses parents ont adoré la chanson de Bécaud. Si on observe les pics de prénoms, comme les sociologues savent le faire, il y a une envolée des Nathalie dans les années 60 qui est absolument spectaculaire. C'est pas rien comme effet. Et puis le deuxième effet, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont allés sur la place Rouge, alors effectivement, il y a le tombeau de Lénine, ça c'est indubitable, mais si vous cherchez le café Pouchkine, il n'y a pas de café Pouchkine sur la place Rouge, il n'y a pas de café. En tout cas, à l'époque soviétique, il n'y avait pas de café. Et pourtant, les touristes, particulièrement français, qui dans les années 60, 70, 80 connaissent la chanson de Bécaud, ils ont envie de faire comme Bécaud, d'aller après le tombeau de Lénine boire un chocolat au café Pouchkine. Puis il n'y en a pas. Ça n'a pas échappé aux investisseurs russes qui, en 1999, ont créé un café Pouchkine à Moscou, à côté de la place Rouge. Et c'est un café qu'ils ont créé ex nihilo, mais qui a l'air vieux, qui est décoré avec des vieux livres de bibliothèque. Et ils ont invité Gilbert Bécaud pour l'inauguration du café en 1999. Donc, le café Pouchkine a été inventé par la chanson, mais maintenant, il existe vraiment. Et cette capacité de nos représentations, et des chansons en particulier, à fabriquer la réalité, je crois qu'elle est vraiment importante, cette dimension performative des chansons. On pourrait en citer de multiples exemples. Pour revenir à Barbara, parmi les grandes chansons de Barbara, une chanson qui s'appelle Nantes. Nantes, elle raconte qu'elle n'a pas vu son père depuis très longtemps, pour des raisons que l'autobiographie qu'elle a publiée juste avant sa mort explique largement. Donc, elle a perdu son père de vue, et puis un jour, elle chante à l'écluse, et puis elle reçoit un appel, et c'est son père qui l'appelle, il est à Nantes, il est en train de mourir, et donc elle prend sa voiture, elle part à toute vitesse, et puis elle arrive à Nantes, et puis c'est trop tard, son père est mort. Et c'est ça que la chanson raconte. Et elle dit: pourtant, j'étais au rendez-vous, 27 rue de la Grange-au-Loup, mais il avait déjà disparu. Et donc, 27 rue de la Grange-au-Loup, il n'y a pas de rue Grange-au-Loup à Nantes. Pourquoi elle a dit que ce rendez-vous à Nantes, il pleut sur Nantes, j'ai le cœur chagrin, pourquoi elle a inventé cette rue de la Grange-au-Loup? Un peu de psychanalyse, elle raconte l'inceste que son père lui a fait subir quand elle était enfant, donc la figure du loup est peut-être pas innocente, de la même façon que l'aigle noir avait peut-être un rapport avec tout ça. Reste que cette chanson qui est très connue a marqué la ville de Nantes, et qu'en 1988, la ville de Nantes, pour remercier Barbara, et peut-être aussi pour capitaliser sur la célébrité de la chanson, a décidé de baptiser une rue de Nantes, rue de la Grange-au-Loup. Et quand elle faisait sa tournée avec Gérard Depardieu pour Lily Passion, Barbara est passée à Nantes, et on la voit sur les images d'archives
comment on dit, baptiser la rue, où elle soulève le voile qui montre le nouveau nom de la rue de la Grange-au-Loup. Donc là aussi, la rue de la Grange-au-Loup a existé dans les chansons avant d'exister dans la réalité. Mais est-ce que cette rue qui a été baptisée pour l'occasion était une rue prise au hasard ou on s'est efforcé on va dire de la caler sur ce que aurait pu être cette rue si elle avait vraiment existé? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que Ouais, non, alors, il y avait la première qui pouvait être baptisée et puis voilà. honte à moi, je ne sais pas. Mais je vais à Nantes demain. Non, Ah, après-demain. Je vais à Nantes après-demain et je vous promets que j'irai voir ce qu'il en est et voir où se trouve cette rue de la Grange-au-Loup. d'accord. Et parce que on sent, vous êtes, c'est un peu le sentiment aussi que j'avais eu lorsqu'on avait accueilli dans ce café virtuel Olivier Lazzarotti, qu'on est au début quand même d'une géographie, de la chanson, d'une géographie des émotions. Quels vont être les lendemains de vos travaux? Quelle va être la prochaine étape? Alors, je vous annonce en avant-première qu'il y a un tome 3 qui va sortir. Donc, le premier tome, c'était Le Monde Enchanté, où il y avait un peu de tout. Le deuxième était plus spécialisé, puisqu'il portait uniquement sur les villes, et il s'appelait Ville Enchantée. Et va sortir au printemps prochain le troisième tome, qui va s'appeler Voyage Enchanté, et qui va donc porter sur vraiment la figure géographique du voyage. Et en même temps, on a, fort du succès de ces premières publications, on a déposé un dossier au FNS, qui est en Suisse l'équivalent du CNRS en France, donc un centre de financement de la recherche. Et on a fait une demande de financement pour faire une exposition. Et donc, on va ouvrir une exposition au printemps prochain à Genève, qui s'appellera aussi Voyage Enchanté, et qui permettra de prolonger l'expérience parce que quand, quand on a eu le prix des étudiants et des lycéens, on a reçu en même temps que le prix un petit paquet de textes qu'avaient écrits les lycéens et les étudiants pour justifier le choix de leur prix. Et donc, ils nous ont envoyé à nous les explications des étudiants ou des lycéens qui avaient choisi notre ouvrage pour voter à ce prix. Et il y avait des éléments évidemment positifs, mais il y avait aussi des critiques sur cet ouvrage. Et une des critiques, c'était la suivante, c'était alors, c'est bien beau de dire les chansons, c'est important, il ne faut pas se focaliser sur les représentations, mais c'est un livre, il n'y a pas de chansons dedans. Il n'y a que les paroles des chansons. Parce qu'effectivement, la maquette, c'est qu'à gauche, vous avez les paroles de la chanson, puis à droite, vous avez l'analyse de la chanson. Mais la musique est complètement absente. On a essayé d'y répondre avec les QR codes, mais ce n'est pas terrible, hein. Et donc, il y a une sorte de paradoxe, de contradiction à écrire un livre sur les chansons. Si on avait du talent, on ferait des chansons sur les chansons, hein, puis on communiquerait ainsi, mais on n'a pas ce talent. Et on s'est dit que peut-être pour répondre à ça, il faudrait faire une exposition où on entend les chansons. Donc, au centre de l'expérience de l'exposition, ça va être entendre des chansons. Et puis autour, il y aura une série de dispositifs qui permettront en quelque sorte de faire passer notre message, mais sans réduire la chanson au silence. Alors que le problème du livre, évidemment, c'est qu'il réduit la chanson au silence. Donc, voilà quels sont nos projets. Et puis, par ailleurs, on est devenus des experts en karaoké. Et donc, maintenant, on fait des karaokés géographiques. On l'a fait à plusieurs reprises à Genève. On va le faire également à Saint-Dié. Alors, le principe du karaoké géographique, il est simple, hein, c'est que tout le monde a le droit de chanter, mais pas n'importe quoi. Il faut chanter des chansons géographiques. Donc, des chansons qui ont un rapport avec un lieu, un espace, un pays, une destination. Et puis, ça peut nous donner l'occasion, si on a envie ou pas, de discuter de ces chansons. Mais parfois, ce n'est même pas la peine d'en discuter, hein, tellement les choses sont évidentes. Donc ça, je pense qu'on va continuer les karaokés géographiques. En tout cas, on sera là pour assister à celui de Saint-Dié, c'est sûr. Oui, alors je précise que un verre de vin ou un verre de bière, ça aide, hein, parce que c'est un peu difficile. Mais pour ça aussi, on sera là. Voilà. Ça aussi, on sera là. Et je sais, dans l'assistance, Maud est là. Je ne sais pas si elle a prévu de venir à Saint-Dié, mais Christiane, vraisemblablement, ira à Saint-Dié aussi. Il y aura une délégation clionaute pour participer, chanter et boire aussi la bière avec vous, avec grand plaisir. Donc, je compte sur vous pour le karaoké, hein. Puis, alors, sans complexe, parce que ça, c'est ma fille qui m'a expliqué. Le principe du karaoké, c'est pas qu'il faut chanter bien ou chanter juste, parce que les gens qui chantent bien ou qui chantent juste, ça n'a juste aucun intérêt. Donc, il faut juste se lâcher.
ce qui n'est pas toujours évident, mais encore bon, voilà. D'où la mention du vin et Oui, de la bière. absolument. Oui. J'ai bien compris. Alors, écoutez, il est déjà 19h25 et j'ai quelques questions qui me sont arrivées. Alors, j'ai une première question qui me demande, est-ce que les chansons de compétition mondiale, comme par exemple la Coupe du monde de football, peuvent révéler ou amoindrir les inégalités sociales dans le monde? Dans la mesure où certains pays en développement sont mis à l'écart de ces compétitions, mais écoutent quand même ces chansons. Alors, je précise également, je vais autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Voilà, ce qui permettra de faciliter les questions. C'est une question de Maude. Voilà, donc je repose la question, est-ce que les chansons de compétition mondiale, comme la Coupe du monde de football, peuvent révéler ou amoindrir, euphémiser les inégalités sociales dans le monde? Alors, ça va être mon joker, parce que s'il y a un sujet sur lequel je ne sais absolument rien, c'est le foot et les chansons liées au foot. J'ai aucune idée. Donc, et sûrement, vous en savez 10 fois plus que moi sur le sujet. Donc, il y a probablement quelqu'un parmi les auditeurs Non, pas sur moi. Zoom qui sera en mesure de répondre à ça. J'ai aucune idée. D'accord. Peut-être avant de laisser la place à d'autres intervenants qui auraient des connaissances sur le football, il y a une question sur la Suisse et sur la place de l'espace helvétique dans vos ouvrages. Est-ce que la Suisse est présente? Dans quelle Alors, proportion ouais. et pour en dire quoi? Alors, la Suisse est présente, effectivement, déjà parce que on sort les livres en Suisse, l'éditeur est suisse. Et donc, il y a une sorte de. C'est vraiment bizarre qu'on ne parle pas du tout de la Suisse dans les ouvrages. Et puis ensuite, la Suisse est présente aussi parce que la plupart des auteurs, du premier volume en tout cas, vivent ou ont vécu en Suisse. Et donc, on est un peu attentif aux chansons qui nous parlent de notre pays. Mais il y a très peu de chansons sur la Suisse ou très peu de chansons sur Genève. Non pas que peu de chansons aient été écrites, mais très peu ont connu un grand succès. Donc, comme on parlait du principe que les chansons devaient être connues, je vous assure que trouver des chansons très connues sur la Suisse, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a quand même quelques contre-exemples. Parmi ces contre-exemples, il y a une chanson de William Scheller. Alors, bon, William Scheller, c'est quand même pas tout à fait n'importe qui porte sur Genève et qui date de 1976, 76, comme on dit chez moi, qui s'appelle Genève. Bon, voilà. Il y a aussi une chanson de Marie Laforêt. Alors, je ne sais pas si Marie Laforêt, ça dit quelque chose à qui que ce soit ici, mais en 1993, donc, Marie Laforêt, elle a un parcours très bizarre dans la chanson parce que c'était une star de cinéma, la fille aux yeux d'or, qui tournait dans les plus grands films avec les plus grands acteurs. Et puis, à un moment, elle se lance dans la chanson, dans les années 60. Et dans la chanson qu'on n'appelle pas encore la world music, mais c'est vraiment ça son truc. C'est un peu la chanson folklorique du monde entier. Et elle vend des dizaines de millions d'albums dans les fin des années 60, début des années 70. Et puis, arrive la vague des yéyés, et c'est fini pour Marie Laforêt. Et donc, à ce moment-là, elle part en Suisse, où elle va mener une carrière de commissaire-priseur. Et puis, elle essaye quand même de temps en temps de sortir un album. Et puis, elle sort un album en 93, où il y a une chanson qui s'appelle « Genève ou bien », chanson pas hyper connue, mais qui porte sur Genève, ou plutôt une certaine Genève, une Genève un peu endormie, une Genève un peu conservatrice, un peu une Genève du passé. Et évidemment, dans cette chanson, ce dont nous parle Marie Laforêt, c'est moins de la ville de Genève que d'elle-même. Donc voilà, on a parlé de cette chanson. Et puis, il y a un autre exemple, encore peut-être plus connu. Je ne sais pas si je vais vous le retrouver tout de suite. Si vous me laissez une seconde. Voilà. Une chanson de Deep Purple qui s'appelle Smoke on the Water. C'est une chanson qui est très connue parce qu'elle commence par peut-être l'accord de guitare électrique le plus connu de toute l'histoire de la musique. Et Smoke on the Water est une chanson que Deep Purple a écrite en 1972 quand ils ont été invités au festival de Montreux. Alors, Montreux, c'est une jolie petite ville à côté de Lausanne, sur le lac Léman.
et qui a un festival de jazz qui est très connu encore aujourd'hui, et il n'y a pas que du jazz. Donc Deep Purple avait été invité à jouer, et au moment où ils étaient là, le casino de Montreux a brûlé. Et donc leur chanson Smoke on the Water, ça raconte la fumée donc sur les eaux du lac Léman. Mais si vous écoutez la chanson, bien malin, il faut être très malin pour deviner que ça se passe en Suisse. Donc, il y a très peu de chansons donc, sur la Suisse. La Suisse est très discrète dans ces deux livres, mais aussi comme elle est très discrète dans l'absolu. Donc, ça ne fait pas partie des destinations sur lesquelles il y a beaucoup de chansons. On le regrette, bien sûr. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expatriés. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'elle inspire. Même, vous savez, les chanteurs suisses connus. Alors, on a Stéphane Escher, qui est notre gloire nationale, le Roger Federer de la chanson. Mais bon, voilà. J'ai une autre question de Christine. Christine, si tu veux remettre ton micro, peut-être. Oui, c'est moi. Je me disais que, bon, moi, je suis à peu près de votre âge, donc toutes les chansons sont pour moi aussi des références. Et je me disais, pourquoi ne pas avoir ajouté un CD au livre? Est-ce une question de droit? Parce que les écouter en vous lisant aurait été vraiment merveilleux. Alors, là, le CD, là aussi, c'est un marqueur générationnel, parce que je pense qu'il n'y a que les gens de notre âge qui savent encore ce que c'est qu'un CD. Oh, vous exagérez. Non, 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 non. Une clé USB, vous préférez? Bon, mais même les clés USB, vous savez, alors, je vois mes enfants qui ont 20 ans, ils n'écoutent que de la musique en ligne. Ils sont sur Spotify ou sur Deezer, mais ils écoutent jamais de musique stockée sur quelque chose. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas fait. Mais aussi, ça aurait été il y a une expression pour dire ça, un éléphant blanc, une cathédrale, quelque chose d'une énorme ampleur excessive. Ça coûterait très cher pour pas grand-chose? Oui, et puis on est vraiment là en dehors de notre domaine de compétences. Comment on fait pour produire un CD, pour acquérir les droits, etc. J'ai aucune idée. Oui, d'accord. Et puis c'est impossible à vendre un CD. Effectivement, moi j'ai les mêmes références que vous. Moi j'avais l'habitude d'écouter de la musique d'abord sur des disques, après sur des cassettes, et puis après sur des CD. Et puis, j'aurais rêvé effectivement de sortir un CD, les chansons géographiques, etc. Mais non. Donc, désolé. Quand même, c'est dommage. Oui, je suis d'accord. J'ai une question par rapport à vos étudiants qui ont constitué, pour certains, les plus âgés d'entre eux, qui ont participé aussi à cet ouvrage-là. Est-ce que les chansons qu'ils ont apportées au pot étaient des chansons qui étaient de leur génération, ou est-ce qu'ils ont quand même pu amener des chansons, on va dire, plus anciennes ou pas, ou est-ce que c'était bien des chansons de leur temps? Non, c'était des chansons de leur temps. Et Dieu merci, parce qu'on avait très, très peu de chansons postérieures à 2010 et même à 2000. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas les autres, mais c'est sur celle-là qu'ils ont écrit, parce que c'est celle qui leur parle le plus. Donc, ouais, c'était très marqué. On a eu une autre expérience aussi. On a une collègue de Paris 4 qui s'est servie de Monde Enchanté pour faire travailler ses étudiants et étudiantes en première année. Donc, elle leur a demandé de reproduire l'expérience à partir des chansons qu'ils connaissaient ou qu'ils aimaient. Et elle nous a envoyé le livret d'une centaine de chansons que ces étudiants et étudiantes avaient commentées. Et dans le lot, il y en avait plusieurs qui portaient sur des villes et plusieurs qui étaient suffisamment abouties pour qu'on puisse contacter les auteurs. Et donc, dans le deuxième tome, Ville enchantée, il y a 3 ou 4 chansons qui sont écrites par des étudiants. Et c'est évidemment les chansons les plus récentes. Et parmi vous disiez que les participants au prix avaient pu vous écrire. Ça faisait partie de la remise du prix, finalement, que de recevoir aussi leur retour. Est-ce que parmi ces retours, vous avez eu des réactions qui étaient des réactions outrées, c'est-à-dire d'étudiants ou de lycéens qui ne se sont pas du tout reconnus sur une chanson, ou qui ont montré une différence totale d'interprétation avec ce qu'ont pu dire, vos auteurs, ou pas du tout?
Non, curieusement, ça n'a pas été le cas. Alors, c'est peut-être aussi le fait qu'on nous a transmis que les avis des étudiants lycéens qui avaient voté pour nous. Donc, ce n'était pas forcément les plus Ah, critiques, je crois en tout cas. Non, généralement, les critiques qu'on reçoit, c'est plutôt des critiques sur mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas telle chanson. Donc, souvent, c'est vrai qu'on a des réactions de ce type-là. Et quant aux critiques sérieuses qu'on a reçues, la seule vraiment qu'on ait reçue, c'était celle du président euh, du fan club de Rose Laurence. Donc, Rose Laurence, hein, je vous en ai dit deux oui. mots. Donc, elle a écrit Africa. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas la chanson la plus progressiste hein, qu'on puisse imaginer. Peut-être je peux me permettre de vous la partager de nouveau, si je peux reprendre le contrôle de l'écran. Oui, Hop, vous pouvez. voilà. Donc, Sachant que donc au montage, on mettra un lien qui ben, permet de l'écouter encore une en fois, ce n'est pas la parallèle. chanson que je vais vous montrer, mais c'est le clip qu'on a réalisé à partir d'elle. Donc, il ne devrait D'accord. pas y avoir normalement de problème de droit, j'espère. Africa est le tube des années 80, parfait pour danser en soirée. Mais elle fait partie de ces chansons dont il ne faut jamais écouter dans les détails les paroles, car elles donnent la nausée. Dans la bouche de Rose Lawrence, le continent africain est réduit à une succession de clichés, à une terre sauvage, avec le sorcier vaudou, le gris-gris, les tam-tams, les cases, la magie noire, la tribu, et bien évidemment, les panthères et gazelles. Pire, Africa raconte un acte sexuel. La chanteuse, une femme blanche, s'offre corps et âme à cette Afrique qui devient métonymie de l'homme noir. L'Afrique devient le lieu de l'exotisme, de l'érotisme, de tous les possibles sexuels. La femme blanche rentre progressivement en transe, comme possédée. Son corps est en feu. Elle devient à la fois dangereuse et sensuelle. Elle bouge jusqu'à avoir mal, et l'on devine qu'elle atteint l'orgasme lorsque le cri des gourous déchire le ciel sous la pluie sucrée. Africa fait partie du répertoire de la chanson francophone populaire, empreinte de racisme sexualisé, un racisme ordinaire, de plus en plus lourd à assumer. Alors, oui, et donc on a reçu un message du président du fan club de Rose Laurence. Alors, Rose Laurence qui est morte il y a quelques années, ce que j'ignorais, et il nous a dit oui, c'est dégueulasse, c'est quoi ces intellectuels de gauche, on ne peut plus rien dire maintenant. Et puis Rose Laurence, elle n'était pas raciste, et d'ailleurs elle aimait beaucoup les Africains, et puis d'ailleurs elle donnait régulièrement de l'argent pour un petit Africain dont elle était la marraine, et c'est dégueulasse de salir sa mémoire. Voilà. D'accord. J'ai Christiane qui veut parler. Christiane, tu peux y aller. Oui, j'avais une question sur la suite, là, puisque vous avez évoqué un troisième tome sur les voyages, et je me posais la question justement des chansons de voyage. Est-ce qu'on sort du continent européen finalement, ou est-ce que on est encore très européocentré dans la chanson? Ça reste très européocentré. C'est un reproche aussi qu'on nous a fait, puis il y a même certains de nos collègues qui n'ont pas voulu participer au travail en nous disant, mais moi ce que je voudrais, c'est une chanson colombienne qui est super connue en Colombie, et pourquoi je n'ai pas le droit de la mettre? Vous me dites qu'elle n'est pas connue, mais c'est très eurocentré parce qu'elle n'est pas connue de vous, mais elle est super connue en Colombie. Mais notre problème, c'est qu'on s'adresse à un public qui est le public francophone, et donc on est coincé par ce format, et c'est pas nous en tant qu'auteurs qui sommes eurocentrés, mais c'est le public qui l'est et ou les auteurs de chansons, je ne sais pas, qui promeuvent cette polarisation. Les chansons de voyage, donc je ne crois pas qu'elles soient beaucoup moins eurocentrées, mais l'avenir le dira. Et donc, on va envoyer bientôt un mail hein, pour faire appel aux bonnes volontés pour contribuer à ce volume, et on verra si on a des chansons avec des horizons plus variés. Le problème, c'est que quand on a des horizons plus variés, par exemple Rio, hein, je l'ai cité à plusieurs reprises, a été l'objet de beaucoup de chansons dans les années 50, à partir des années 60 jusqu'aux années 80. Et puis généralement, c'est des stéréotypes sur les Brésiliennes, la fille de Ipanema, le pain de sucre, la plage, voilà. Les carioca. Les carioca, ouais.
Merci. Nous avons également une question de Sofiane. Est-ce que vous m'entendez? On Oui. t'entend. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, j'avais une question alors, qui porte indirectement sur votre ouvrage. Vous avez rappelé tout à l'heure la difficulté que vous avez rencontrée dans les années 2000 à faire adopter une approche culturelle de la géographie. Ma question, c'est la suivante, on est en 2023 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est des approches culturelles et comment est-ce que vous, qui êtes un géographe culturel, vous voyez l'évolution de la recherche en géographie? Quel type d'approche on continue à avoir dans la sphère scientifique et vers quoi on tend? Alors, comme disent les économistes, prévoir enfin, la prédiction, la prévision, c'est très difficile, hein, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc, je serais bien en peine de vous dire vers quoi on va, et c'est plus facile pour moi de vous dire d'où on vient. La géographie culturelle, elle s'est vraiment imposée, et je pense que maintenant, elle est incontournable dans le paysage de la géographie en France, et je pense que personne ne nie que c'est légitime de prendre en compte les systèmes de représentation quand on fait de la géographie. C'est même presque devenu mainstream. Et donc, il n'y a plus vraiment de raison de se battre pour de la géographie culturelle ou de défendre cette étiquette, au point que je pense que le moment de la géographie culturelle est passé. C'est-à-dire, la géographie culturelle, c'est un moment où on ne parlait pas de la culture, il fallait se battre pour qu'on en parle. Puis voilà, maintenant, c'est fait. Mais je pense que maintenant, tous les géographes ont plus ou moins inclus cette dimension à leur travail. Et donc, c'est pour ça que autant ça ne me gênait pas d'avoir l'étiquette géographie culturelle il y a quelques années, autant maintenant, j'en vois moins l'utilité. Il me semble aussi qu'il fut un temps, la géographie culturelle était perçue à tort ou à raison comme étant de droite, par rapport à une géographie sociale qui était perçue à raison comme étant de gauche. Et je crois que là aussi, il y a plus de débat, c'est-à-dire qu'on a compris que la géographie culturelle, elle peut être engagée, qu'elle est très attentive aux enjeux de pouvoir, de la même façon que la géographie sociale ou que la géographie politique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle de la culture qu'on est de droite et qu'on oublie les matrices de domination, au contraire. Donc, voilà de mon point de vue où on en est, mais peut-être que mon point de vue est un peu biaisé par le fait que je vois ça un peu de l'extérieur par rapport à la géographie française. Et puis, quant aux évolutions que je vois aujourd'hui, bah, je nous vois un peu dans une position contradictoire, c'est-à-dire que pour être tout à fait honnête avec vous, je me sens, quand je fais des cours maintenant sur les enjeux de genre ou les enjeux postcoloniaux, je me sens débordé à la fois sur ma gauche et sur ma droite. Sur ma droite, parce qu'il y a toujours les réactionnaires qui ont beaucoup de mal à accepter l'idée qu'on critique la colonisation et son héritage, à qui, quand on parle de ce qu'ils appellent la théorie du genre, ça les rend dingues. Donc ça, on est un critique de droite. Mais il y a aussi une critique de gauche qui a apparu, où on a débordé sur notre gauche par une génération qui trouve qu'on n'est pas allé assez loin, et que donc il ne faut plus être postcolonial, mais il faut être décolonial, qui trouve qu'il y en a marre la parole monopolisée par les hommes blancs, qui parlent à la place des femmes noires, par exemple. Et puis, on est débordé également sur la question du genre par ceux qui nous reprochent de nous être trop focalisés sur le masculin, le féminin et les enjeux de l'homosexualité et de l'homophobie, et d'avoir négligé la question trans. Et qui donc vont nous critiquer sur le fait que, en parlant beaucoup des hommes, des femmes et de l'homosexualité, on a participé à la reproduction du système binaire dans lequel les trans se trouvent enfermés. Donc, c'est là un peu que je nous situe, et ce qui fait que faire court sur ces sujets, c'est devenu un peu compliqué aujourd'hui. Mais aussi, c'est la marque, je dirais, du succès. C'est-à-dire que c'est aussi parce que depuis 20 ans, on s'est vraiment battu sur ces enjeux que ça peut encore aujourd'hui aller plus loin. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question.
Si, vous y avez répondu. En fait, je vous pose la question parce que justement, même si je lis pas mal d'œuvres de géographie, j'avais un peu du mal à me repérer en fait enfin, ces courants. J'ai du mal à identifier en fait, si vous voulez, un courant qui serait suivi par la majorité des géographes. En fait, ma question, elle portait simplement sur, bah, de la part de quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, comment est-ce que lui percevait on va dire, les évolutions actuelles. Et j'avais un peu ce même sentiment que que vous avez défini. Et en fait, je vous pose la question parce qu'au final, les cléonautes avaient quand même pas mal d'enseignants. Il y a toujours une difficulté à incorporer ces approches culturelles dans justement les études de géographie. Moi, j'essaie de le faire autant que je peux le faire, mais on nous y incite pas forcément. Et dans aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas pour l'histoire, les approches culturelles, pour moi, elles sont toujours pas incorporées dans les programmes. Et je trouve ça dommageable. Pourtant, c'est faisable et honnêtement, ça se fait avec succès et les gamins sont très contents de ce genre d'approche. Alors, vous avez raison, hein. Là encore, autant que je sache, dans les programmes, c'est pas très représenté. Et c'est peut-être pas pour rien que les lycéens ou les étudiants nous ont encore d'esprit. C'est parce que c'était pour eux nouveau ou rafraîchissant de voir qu'on pouvait faire de la géographie autrement. Et c'est vrai que de mon point de vue, c'est quand même un problème. Euh, c'est comme s'il y avait un retard ou un hiatus entre la géographie qu'on pratique à l'université et puis celle qu'on pratique dans le secondaire à cause des programmes qui vous sont imposés et qui est une géographie un peu, de mon point de vue, un peu traditionnelle, hein, au sens où elle a tendance à considérer le monde comme un objet sur lequel il faut tenir un discours de l'extérieur qui caractérise objectivement ces évolutions. Un exemple parmi mille, je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas débarrassé les programmes scolaires de la notion de continent. Je suis vraiment persuadé que les continents sont à la géographie, ce que les races sont à l'anthropologie physique. C'est une très bonne nouvelle qu'on soit débarrassé des races et qu'on ne parle plus à l'école, mais les races continuent à être présentes et euphémisées sous l'appellation des continents et que donc on continue à apprendre à l'école que le monde se divise en 5 ou 6 continents, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Je trouve ça à la fois complètement contre-productif et puis dangereux. Nous avons une dernière question qui est posée par Raphaël à propos du public francophone dont vous parliez précédemment. Sa question était: avez-vous des chansons d'Afrique francophone et des départements d'outre-mer dans votre répertoire? On n'a pas grand-chose, hein, toujours pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est que on veut que ce soit des chansons qui soient connues de l'ensemble du public francophone et donc des chansons qui sont produites dans des pays francophones ou dans l'outre-mer et qui seraient connues de l'ensemble du public, il n'y en a pas beaucoup. Et on a triché à la vérité, c'est-à-dire qu'on a accepté pour essayer d'avoir un peu plus d'hétérogénéité dans notre propos, des chansons qui ne sont pas forcément super connues, mais qu'on voulait quand même incorporer. Je pense à la chanson de Georges K qui s'appelle Saigon, qui est sortie en 2021, et puis qu'on a mis dans notre liste. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? On a une chanson, mais je ne sais pas de quand elle date au juste. Il y a Oui, je vais à Yaoundé, une chanson d'André Maritala qui date de 1975, qu'on a aussi incorporée, mais là aussi en trichant un petit peu parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit connue de l'ensemble du public. Oui, donc ça a été un peu, ça a été un peu difficile. Ce serait un autre projet. Un autre projet, ce serait de se dire qu'on va faire un livre sur l'hétérogénéité de la chanson francophone sans reproduire les biais qui sont celui de l'industrie du disque, et puis en acceptant de parler de chansons qui sont importantes et qui ne sont pas forcément connues du grand public. On a mis aussi dans le livre la chanson Alger, Alger de Lily Boniche, par exemple, chanson qui est très importante, mais c'est pas c'est pas le succès de voilà, c'est pas Waterloo de ABBA, c'est pas New York USA de Serge Gainsbourg, etc. Voilà.
Mais oui, ce serait bien, mais ce serait un autre projet, une sorte de contre-projet, d'aller chercher des chansons qui ne sont pas des tubes. Je suis en train de demander justement à Raphaël, qui a posé la question, si elle n'avait pas des suggestions de chansons à fournir, tant qu'à faire. Mais là, voilà, comme j'ai fait deux choses en même temps, je ne suis pas sûre. Elle vient de recevoir le message, normalement. Non, elle n'a pas de suggestion. Elle n'a pas de suggestion. Bon, donc on est parti sur un prochain tome 3. Vraisemblablement, ce n'est pas fini, parce qu'avec tout ce que vous nous dites, on sent bien que la route est encore fort longue. Non, Donc, je promets, je jure qu'il n'y aura pas de tome 4. Il faut bien arrêter un moment ou un autre. Et voilà, on va s'arrêter là. très bien. Bon, bah, écoutez, il est 19h51, on a échangé pendant longtemps, Jean-François, avec grand plaisir d'ailleurs. Est-ce que vous avez éventuellement peut-être un lien à nous communiquer avec une playlist que les assistants pourraient consulter Oui. une fois que cette conférence est terminée pour écouter les chansons qui accompagnent votre ouvrage? Oui, on a ça. On a un site web où on a répertorié certains de ces extraits. Donc, je vous l'envoie tout à l'heure par mail. Très bien, on peut faire ça. Et à ce moment-là, au moment d'envoyer, ce que je vais faire, c'est que dans la vidéo de cette conférence, on indiquera à la fin le lien où l'on peut écouter les chansons. Ce sera, D'accord, super. je pense, plaisant comme ça. Merci beaucoup pour votre Merci à vous. participation. Merci de m'avoir invité. Et puis, merci à vous d'être présent malgré l'heure tardive. Et puis, merci pour vos questions. C'était un Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, Merci. Jean-François. À bientôt. Au revoir. Au revoir.